Il n'y a jamais eu un meilleur temps qu'aujourd'hui pour déposer une plainte en harcèlement psychologique contre votre employeur. On pourrait faire tout le débat quant à savoir est-ce qu'on est allé trop loin, ça franchit la ligne par rapport à laquelle le droit de gérance de l'employeur est maintenant diminué, est-ce que ça peut avoir des impacts sur justement les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui veulent donner une certaine direction à leur entreprise. Est-ce que les coûts sous-jacents à tout ce processus-là sont sous-évalués? Il pourrait y avoir un long débat. Moi, je suis ici pour vous donner l'information juridique pertinente, pour vous conseiller, pour vous donner des trucs et astuces et non pour faire une analyse politico-philosophique, sociétale, sociologique ou même anthropologique des relations de travail. Donc, peut-être que ce sera pour une autre fois. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, encore une fois, en vous donnant l'information et non pas en prenant parti sur à quel point la loi elle est très forte pour les salariés. Donc, je vous confirme que depuis les dernières modifications qui ont été récemment apportées dans les dernières années, la loi sur les normes du travail, le salarié victime d'harcèlement psychologique dispose d'énormément de cartes dans son jeu pour faire valoir son point avec un processus qui, de mon point de vue, est orienté du début à la fin pour le salarié et qui implique pour lui pratiquement aucun frais, outre ses frais d'avocat. Si vous avez vu le vidéo 2, nous avons pu voir ensemble de long en large l'avantage de pouvoir bénéficier de l'avocat sans frais de l'État qui peut également vous aider à l'étape finale d'un processus en harcèlement psychologique. Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment fonctionne sommairement tout le processus en harcèlement psychologique, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous devez faire, à quoi vous pouvez vous attendre. Et évidemment, on va discuter sommairement des impondérables parce qu'il y en a toujours. Peut-être faire un petit pas en arrière. Dans les années 2000, début des années 2000, la législation a introduit la possibilité pour un travailleur de porter plainte en matière d'harcèlement psychologique. Quelque chose qui était très nouveau et très avant-gardiste à l'époque, qui l'est encore. Bien qu'il y ait des dispositions récentes par rapport au harcèlement sexuel en droit fédéral au Code canadien du travail, on y reviendra peut-être dans une autre capsule, la réalité c'est que les salariés fédéraux, et il y en a beaucoup au Québec, on peut penser à ceux qui travaillent dans les banques, ceux qui travaillent chez Vidéotron Bell, ceux qui travaillent chez Air Canada par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas protégés autant que les salariés québécois en matière d'harcèlement psychologique au travail. Et je répète, si vous avez vu les vidéos 1 ou 2, que je vous invite à voir parce qu'il y a un avantage net à regarder les capsules dans un ordre chronologique. Mais vous avez vu que ces capsules-là ne s'appliquent pas aux gens qui travaillent dans un organisme fédéral, ni à ceux qui sont syndiqués, parce que si vous êtes victime d'harcèlement psychologique, vous allez d'abord aller vers votre syndicat qui a le monopole de représentation si vous êtes syndiqué. Sauf que contrairement aux autres capsules, il n'est pas nécessaire d'avoir 2 ans d'expérience ou d'ancienneté, devrais-je dire, à votre emploi pour porter plainte à harcèlement psychologique. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien noter dès maintenant, que c'est un recours qui vous est accessible même si vous ne cumulez pas 2 ans d'expérience. Alors, j'ai mentionné qu'on ferait un petit pas en arrière. Au début, l'harcèlement psychologique, ça a toujours été très beau sur papier. Hein? Conduite vexatoire, paroles blessantes. On va voir les 5 critères plus tard qui sont maintenant mises de l'avant dans la doctrine et dans la jurisprudence et accessoirement dans la loi. Donc, au début, c'était bien beau le harcèlement psychologique, mais je vous dirais pour les 10 premières années, et c'est une affirmation d'ordre général, mais qui, selon moi, serait bien étayée si on ferait une recherche empirique. Mais dans les 10 premières années, rares étaient les dossiers en harcèlement psychologique qui connaissaient du succès. Même, je vous dirais, de mon point de vue, et ce n'est pas scientifique, c'est une estimation, 90% des dossiers en harcèlement psychologique étaient rejetés par ce qui était alors la Commission des relations de travail, qui est maintenant le Tribunal administratif du travail. Alors, pendant très longtemps, le harcèlement psychologique était disponible aux travailleurs sur papier. Il y avait plusieurs embûches. C'était un délai de 90 jours. Alors, c'était quand même un délai assez court parce que souvent, on le sait que le harcèlement psychologique peut causer des traumatismes graves chez certaines personnes qui sont réels. Et j'y crois entièrement pour avoir représenté plusieurs clients dans un tel contexte. Et on avait 90 jours pour porter plainte. Donc, c'était quand même relativement bref. Maintenant, c'est 2 ans. Vous avez 2 ans pour porter plainte en harcèlement psychologique au nom du travail, un délai qui est important.
Donc, ça vous permet peut-être souvent de digérer le harcèlement, de comprendre que vous êtes victime d'eux et toujours porter recours. Alors, j'étais en train de vous mentionner les 10 premières années, il y avait peu de jugement. Moi, j'ai noté, et surtout avec ces amendements, ces modifications législatives récentes, qui donnent un pouvoir substantiel depuis 2018 aux salariés, notamment les pouvoirs du tribunal aussi, en vertu de l'article 123.15, on va y revenir, la loi sur les normes du travail. Donc, des articles qui vraiment ont une petite révolution et juxtaposé à ça, et ça, c'est quelque chose qui a même précédé 2018, mais encore là, c'est des estimations basées sur mon expérience, qui est celle d'un avocat, simplement, qui est un passionné du droit et tout ça, mais encore une fois, c'est pas scientifique, j'ai pas fait d'études empiriques, mais moi, j'ai noté depuis 2015 environ un changement peut-être de culture, de paradigme, et ça va un peu avec l'air du temps. On est dans une société, à tort ou à raison, où on croit de plus en plus les gens qui portent des plaintes. Est-ce qu'on est rendu au point où on croit trop facilement les gens qui portent plainte et ceux qui sont accusés du harcèlement sont mis au pilori rapidement? Peut-être. Mais moi, je fais cette vidéo aussi d'abord pour les employés, les salariés. Alors, tant mieux pour vous. Ceux qui sont victimes de harcèlement, il n'y a jamais eu un meilleur temps pour exercer un recours. Et dans un tel contexte, c'est mon devoir de vous informer que de plus en plus les juges reconnaissent le harcèlement. Un tort, T-O-R-T, T-A-R-E, important dans les milieux de travail que la loi adresse. Donc, voici le processus, sans plus tarder, qui s'offre à vous si vous êtes victime d'harcèlement. Voyons voir d'abord qu'est-ce que le harcèlement. Parce que être maltraité au travail, ça peut prendre plusieurs formes. Le droit de gérance de l'employeur subsiste et va toujours subsister, malgré une tendance lourde à croire beaucoup plus facilement les gens victimes de harcèlement, dans un contexte où parfois c'est la parole de l'un contre l'autre, l'employé contre l'employeur. Alors, il y a 5 critères qui sont, n'est-ce pas, prédominants dans la loi. Et ce n'est pas non plus une obligation que vous répondiez à tous ces critères-là. C'est un ensemble qui est apprécié tant par le tribunal que l'enquêteur. On va voir, il y a un processus d'enquête gratuit que vous pouvez bénéficier. Mais le critère, c'est une conduite vexatoire. Techniquement, il faut tout démontrer les éléments, mais je ne veux pas non plus que les gens s'arrêtent à des technicalités parce que c'est quand même, de mon point de vue, un ensemble. Mais disons-là que tant mieux si vous répondez aux 5 critères. Une conduite vexatoire. Ça, c'est une conduite qui est humiliante, offensante ou abusive pour la personne qui l'a subie. Elle blesse la personne dans son amour-propre et l'angoisse. Elle dépasse ce qu'une personne raisonnable estime dans le cadre de son travail. Premier critère, la conduite vexatoire. Deuxième critère, le caractère répétitif. Considéré isolément. Une parole, un geste, un comportement peuvent sembler anodins. Et là, je cite, parce qu'au lieu de vous paraphraser, je vais vous donner la source primaire, n'est-ce pas? Elle blesse la personne dans son âme. Je reprends plutôt. C'est l'accumulation, caractère répétitif, ou l'ensemble de ces conduites qui peut devenir un harcèlement. Toutefois, un acte isolé grave pourrait être considéré comme étant du harcèlement. Un seul acte peut être du harcèlement. Mais généralement, le caractère répétitif va être synonyme d'un dossier plus probable. Paroles, gestes ou comportements hostiles ou non désirés. Les paroles, les gestes ou les comportements reprochés doivent être perçus comme hostiles ou non désirés. S'ils sont à caractère sexuel, ils pourraient être reconnus comme du harcèlement même si la victime n'a pas exprimé clairement son refus. Quand c'est pas oui, c'est non. Je pense que c'est ça le slogan et ça peut s'appliquer aussi en matière d'harcèlement psychologique. Atteinte à la dignité ou à l'intégrité. Le harcèlement psychologique ou sexuel a un impact négatif sur la personne. La victime peut se sentir diminuée, dévalorisée, dis-je, défavorisée aussi, on pourrait dire, dénigrée sur le plan tant personnel que professionnel. La santé physique de la personne harcelée peut aussi en souffrir. Milieu de travail rendu néfaste, 5e et dernier critère. Pas d'autres critères, mais je vous dis, si vous rentrez dans ces critères-là, dans ces cerceaux-là, votre dossier sera d'autant plus fort. Je vais d'ailleurs mettre les critères dans le lien en bas pour ceux qui sont plus style lecture qu'écoute. Milieu de travail rendu néfaste, le harcèlement psychologique ou sexuel rend le milieu de travail néfaste pour celui qui en est victime. La personne harcelée peut, par exemple, être isolée de ses collègues à cause de ses paroles, de gestes ou de comportements hostiles à son endroit ou à son sujet. Donc, peut-être que je pourrais résumer le tout. C'est des gestes, des paroles, des conduites
qui dépasse le simple droit de gérance. Le fait d'être réprimandé, même durement, le fait d'être rabroué, le fait d'être sermonné, c'est pas nécessairement du harcèlement, mais ça peut l'être. Toute une question de distinction. Et si votre dossier se rend à l'enquête ou devant le tribunal, sans dire qu'il y a un facteur chance, il va y avoir un facteur d'appréciation humain. Je le dis dans d'autres vidéos, les juges ne sont pas des robots, ce sont vos voisins, vos voisines, ce sont des gens de la collectivité, certes, des magistrats, des personnes d'un intellect supérieur, mais ce sont des êtres humains et la perception de l'un peut varier par rapport à la perception de l'autre. C'est pour ça qu'aucun avocat ne va jamais pouvoir vous garantir une victoire en matière d'harcèlement psychologique, mais le fait de vous conformer aux critères au niveau de la base factuelle de votre cause me permettra ou permettra à un autre avocat de quand même évaluer votre dossier avec une certaine précision, tout en vous mentionnant, comme je le fais en ce moment, qu'il peut y avoir un facteur d'appréciation important de la part du juge administratif qui entendra la cause. Évidemment, plus vous avez des témoins, quand vous avez des écrits, n'est-ce pas? T'sais, avant le harcèlement psychologique, c'était vraiment classique. Là. Robert, votre patron, arrive dans la salle de réunion, vous traite de nouilles devant tout le monde, puis vous lance un vieux mouchoir, puis rit de vous. Je donne un exemple grossier, mais maintenant, c'est plus fin que ça. Ça peut être un harcèlement qui est plus subtil. Et quand c'est quelque chose qui est moins grossier, qui a peut-être ne fait pas l'objet d'un stigmate devant d'autres personnes, c'est bien que vous ayez des témoins. À défaut d'avoir des écrits ou des pièces matérielles, textos, courriels. Bon. La grosse mode, vous savez, c'est quoi maintenant? C'est enregistrer les gens. Ça, c'est recevable en cours. Bon. Est-ce que ça porte atteinte à l'obligation de loyauté du salarié? Il faudrait tout avoir un débat. Mais sachez que les enregistrements sont recevables en cours. C'est la grosse mode. Les gens s'enregistrent au téléphone. Même moi, comme avocat, je tiens toujours pour acquis que je suis enregistré. D'ailleurs, je le suis en ce moment. Alors, il faut toujours surveiller, n'est-ce pas, ce qu'on se dit. Et donc, tous les moyens, à part ceux qui déconsidèrent l'administration de la justice. Par exemple, vous ne pourriez pas planter un écouteur d'enregistrer dans une salle ou une conversation auquel vous ne faites pas partir. Alors, il y a des exceptions. On ne peut pas aller filmer quelqu'un chez lui. Là. On ne s'éternisera pas là-dessus, mais généralement, tous les moyens de preuve qui sont décents sont recevables en cours. D'autant plus que le tribunal administratif est assujetti à des critères de recevabilité de la preuve qui sont grandement moindres. Donc, nous étions en train de faire la part des 5 critères. C'est important. Moi, je vous ai conseillé dans la vidéo 1 et 2 d'être représenté par avocat quand vous faites une plainte contre le congédiement sans cause juste et suffisante. C'est vrai. Mais c'est encore beaucoup plus important, et même, de mon point de vue crucial, que vous mandatiez un avocat pour rédiger votre plainte en harcèlement psychologique, parce que la base du recours, le squelette du recours doit être très, très bien monté. Ne vous en tenez pas juste au formulaire. Si vous pouvez joindre une annexe avec toute la description du harcèlement psychologique, ce sera grandement bénéficiaire pour vous. Pourquoi? Parce que après que vous déposez votre plainte, la commission, la CNSST, Division de nombre du travail, va faire une analyse de votre dossier. Puis il faut que vous répondiez aux critères. Puis ça se peut que si vous le faites seul, sous le coup de l'émotion, vous allez vous faire rejeter votre dossier. Les fonctionnaires qui analysent les causes, c'est un peu comme quand il y a un accident de travail à la CNSST. Allez voir un avocat pour bien monter votre dossier, pour être sûr qu'il vous conseille rapidement de voir un médecin, qu'il y ait une trace matérielle de ce qui s'est passé, parce que les agents d'indemnisation peuvent être vite à refuser un dossier. Et bonne chance pour l'appel ensuite. Vous jouez déjà le playback, vous jouez déjà, vous tirez de l'arrière. Comment on appelle ça au hockey? Du hockey de rattrapage, c'est jamais facile. Toujours mieux avoir la bonne décision du premier coup. Alors, mandatez un avocat pour qu'il puisse prendre vos émotions, prendre surtout les faits que vous lui décrivez et les transposer dans un document intelligible qui va passer la barre et qui va faire que la première étape va être acceptée, soit que sommairement votre recours réponde aux critères que j'ai mentionnés plus tôt. Ensuite, il va y avoir un processus de médiation. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la médiation, la vidéo 2, voilà, j'en dirai pas plus, tout est expliqué. Si la médiation échoue, il y aura dès lors une enquête. Regardez le nombre de choses qui sont pour vous et qui sont gratuites. L'enquête, ce sera un enquêteur assigné par la CNSST qui dispose des pouvoirs d'enquête. La loi, c'est comme ça d'enquête. Le pouvoir de contraindre, le pouvoir d'aller perquisitionner des gros pouvoirs. Presque plus de pouvoir qu'un juge en termes du pouvoir d'action et de surveillance. Et le fait de prendre des initiatives. Ce qui distingue d'un juge, dans l'absolu plus de pouvoir, mais le juge
il doit adjuger sur ce qu'il y a devant lui, tandis que l'enquêteur, il fait enquête, justement. Alors, l'enquêteur va faire enquête, et s'il conclut qu'il y a harcèlement, bien là, votre dossier va être référé au tribunal administratif du travail où vous pourrez bénéficier de l'avocat gratuit. Tout ça, là, c'est toutes des mesures pour le salarié. Moi, j'encourage personne à faire des plaintes frivoles, même que j'ai le devoir et l'obligation de ne pas représenter des gens qui font des plaintes frivoles. Mais la réalité, là, c'est que vous n'avez pas grand-chose à perdre à faire une plainte harcèlement psychologique. Je vous demande, en tant qu'officier de justice, de ne pas faire des plaintes qui ne sont pas fondées. Mais sachez que si vous sentez que vous êtes victime de harcèlement, par le simple processus prévu par la loi, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Ça se peut que vous allez recevoir une offre, que l'employeur trouve que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que vous dites. Parce que l'employeur, souvent vous attaquez une personne. Cette personne-là a peut-être des intérêts à protéger. L'employeur, est-ce qu'il a intérêt à avoir sur la place publique un procès contre lui, une affaire de she said, he said, il a dit ça, à dépenser des frais d'avocat importants tandis que vous êtes représenté par un avocat sans frais, voyez le vidéo 2 à ce sujet-là? Ou est-ce qu'il a intérêt à peut-être vous donner un 6-7 000 $, peut-être non imposable en partie en dommages moraux? Je vais faire une autre vidéo là-dessus, c'est pas un avis juridique, consultez toujours un fiscaliste, mais il peut y avoir des dommages qui sont libres d'impôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a intérêt à faire? La loi est tellement favorable aux salariés que ce serait étonnant qu'une personne qui se sente victime de harcèlement psychologique ne tire pas profit de ce que la loi lui permet de faire, soit de porter plainte et d'être encadré fichtrement très bien. Donc, c'est vraiment un mot fichtrement. J'ai vraiment un bon vocabulaire, franchement. Fichtrement. Alors, je vais aller chercher ça très loin. Alors, je pense que c'est la seule fois dans mes vidéos que je m'auto-congratule, mais je vais le faire définitivement. Alors, vous avez fichtrement beaucoup de droits en tant que salarié. Par la suite, on arrive à la dernière étape, et je vais conclure là-dessus. Je vois déjà qu'on approche de 20 minutes. Et je vous demande, si vous êtes rendu jusqu'ici, je pense que c'est du contenu de qualité, je vous demande une chose, et c'est vraiment une demande que je vous fais, et je compte sur vous pour y donner suite. Souscrivez à ma chaîne, s'il vous plaît. C'est tellement une chaîne spécialisée. J'aurai jamais des milliers de personnes qui me suivent, mais j'aimerais diffuser un peu plus parce que c'est difficile d'avoir des views, entre guillemets, des chaînes d'avocats. Vous irez voir les autres chaînes d'avocats, sauf quelques-unes. Je veux dire, c'est 40 views, 50 views. Alors, je veux me rendre un peu plus et je vous demande de liker, de laisser un commentaire, de souscrire à ma chaîne. Je vous demande même, si vous n'avez pas un compte YouTube, d'en ouvrir un juste pour faire ça. Ça ne prendra pas de temps, ça va m'aider. Et vous pourrez être surpris à quel point je vais faire d'autres contenus qui vont vous aider. Alors, regardez les pouvoirs du tribunal qui sont très importants depuis 2018. Le plus gros pouvoir, je vais vous dire tout de suite, le tribunal a le pouvoir de vous intégrer, réintégrer. Vous pouvez contourner, involontairement, indirectement, contourner le fait de ne pas avoir 2 ans d'expérience, parce que si le tribunal juge que vous avez été victime d'harcèlement psychologique et que implicitement, moi en tout cas c'est comme ça, je lis 123.15, vous avez été victime d'harcèlement, 123.15 de la loi sur le nombre du travail, vous pouvez être réintégré. Puis un petit aparté, la médiation, en plus que je vous disais que c'était fichtrement favorable pour le salarié, vous allez être payé. Si vous avez encore un lien d'emploi, vous allez être payé par l'employeur pour assister à la médiation. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, le juge, je vous le mentionne, a le pouvoir de vous réintégrer, ce qui est très fort, c'est atomique comme pouvoir. L'employeur a le droit de se voir imposer, c'est-à-dire le juge peut ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité équivalente jusqu'au maximum du salaire perdu, ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement, ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages-intérêts punitifs, c'est rare en droit punitif, bien qu'on est une juridiction ici qui est, selon moi, honteusement peu généreuse, et c'est une critique que je fais en tant que juriste sur notre système des dommages moraux punitifs, une critique que j'espère constructive pour que ça change un jour. Ce qu'on donne, c'est des miettes, c'est gênant pour moi, c'est même honteux, j'espère que ça va changer un jour, ça va prendre des magistrats qui vont ordonner plus et que ça va se rendre en haut, ça va prendre un renouvellement des tribunaux supérieurs pour qu'on cesse de donner, selon moi, des montants qui sont très très bas en matière de dommages moraux punitifs, si bien que c'est moins, dans la plupart des cas, que les frais d'avocat. Alors bon, ça c'est un autre sujet. Mais
quand même, c'est mieux que rien. Vous pouvez obtenir des dommages punitifs ou moraux. Punitifs, c'est que c'est des dommages pour punir la personne dans un exemple, dans un souci d'exemplarité. C'est très rare, profitez-en. Je dis profiter. Je vais être clair que c'est des situations tragiques, le harcèlement psychologique, puis c'est pas une affaire de profiter à personne, mais je veux dire, tant mieux si vous avez des droits, profitez de vos droits. C'est simplement ce que je veux dire. Ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d'emploi. Ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié pour une période raisonnable qui détermine, frais de psychologue ou autre. Et finalement, ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique. Vous savez maintenant que vous avez un pouvoir important si vous avez été victime de harcèlement. Vous avez aussi un autre pouvoir, partager cette vidéo avec des gens qui sont peut-être victimes de harcèlement. Plus les gens vont savoir qu'ils ont des droits, plus ils vont pouvoir obtenir justice et compensation, et plus peut-être ces comportements-là seront de plus en plus rares et peut-être un jour pourront être presque totalement éliminés et nous aurons enfin le souhait du législateur d'avoir un milieu de travail exempt d'harcèlement psychologique. Je demeure disponible pour toute question. Évidemment, je suis disponible pour représenter les gens aussi. Je ne reste pas juste dans mon bureau. Je suis un avocat qui se rend souvent à la cour et je pourrais le faire pour vous. Au plaisir de vous parler bientôt et merci pour votre soutien.